Le gouvernement du Bénin a tenu ce mercredi 3 août 2022 sa réunion hebdomadaire du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Parmi ceux-ci figure la catégorisation des marchés de vente et création de l'agence chargée de leur gestion. Le point est à suivre dans cette édition. Les autorités en charge de l'éducation béninoise et l'ambassade du Ghana au Bénin ont conjointement lancé ce jeudi 4 août 2022 la troisième édition de la foire éducative. Le point est à suivre pour Romaric Dossa et Pierre Akako. Et puis en inter-actualité, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a quitté Taïwan mercredi après avoir rencontré le président et d'autres responsables lors d'une visite qui a exacerbé les tensions avec la Chine. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Catégorisation des marchés de vente et création de l'agence plutôt chargée de leur gestion. C'est l'une des nouvelles décisions apportées ce mercredi 3 août 2022 à l'issue de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Plusieurs autres décisions ont été prises. Détail avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbouidi. Au chapitre des mesures normatives. Catégorisation des marchés de vente et création de l'agence chargée de leur gestion. La mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin implique une catégorisation des marchés de vente. Le présent décret pris à cet effet distingue ceux de niveau national, construits par l'État au titre de son patrimoine immobilier, ceux régionaux, réalisés soit dans le cadre d'une intercommunalité, soit par l'État ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d'une commune, mais ayant vocation à rayonner sur les communes limitrophes, puis ceux communaux, construits soit sur fonds propres par une commune, soit avec l'appui de ses partenaires ou avec celui de l'État. Par ailleurs, au soutien de son programme de construction de 35 marchés modernes urbains et régionaux, il a été élaboré un cadre de gouvernance pour en assurer la gestion efficace en concertation avec les communes d'implantation, conformément au schéma retenu. Les marchés à caractère national seront transférés à la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées, tandis que les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales. Toutefois, la gestion de l'ensemble des marchés relève de l'Agence nationale de gestion des marchés dont les statuts ont été adoptés. Celle-ci est notamment chargée de la gestion et le développement des marchés dont elle a la charge, l'assistance à l'exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière, en concertation, le cas échéant, avec les communes d'implantation des dites infrastructures. La gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l'organisation des différents secteurs, l'attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l'entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets, la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation. Dans la même rubrique des mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets relatifs à la réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin, l'approbation des statuts de l'Agence pénitentiaire du Bénin et la nomination des membres de son conseil d'administration. Le point de l'étape de la liste électorale informatisée l'EI par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP aux représentants des partis politiques ce mercredi 3 août 2022. Cette séance qui s'inscrit dans le cadre des élections législatives de 2023 s'est tenue à la salle de fête des tours administratives à Cotonou. Romaric Dossa et Pierre Akako y étaient. Voici le point. Mettre les acteurs politiques au même niveau d'information sur la confection de la liste électorale informatisée l'EI, c'est l'idéal de cette rencontre
entre le directeur des élections, les responsables des partis politiques et le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, qui rappelle à cette occasion que la LEI est un extrait du registre national des personnes physiques et donc des citoyens qui remplissent les conditions pour être électeurs. Quand on dit ça, dans le monde des informaticiens, c'est qui est au registre national, qui sont ceux qui sont au registre national des personnes physiques. Parmi eux, qui sont ceux qui remplissent les conditions pour être électeurs. Et pour énumérer ces conditions, on va dire conditions d'âge et conditions de dignité électorale. Conditions d'âge, il faut avoir 18 ans au jour du scrutin. Conditions de dignité électorale, il ne faut pas avoir été privé de son droit d'être électeur ou d'être éligible. Avec ces deux conditions, on peut se voir à la bonne adresse. Et si on n'est pas content de cette adresse, on le fait savoir dans les délais requis pour avoir sa bonne adresse. Déclaration de candidature pour le compte des législatives de 2023. Les pièces retenues pour le vote, ce sont entre autres préoccupations des acteurs politiques. Des précisions ont été également apportées. La déclaration de candidature qu'il faut déposer à la Sénat 50 jours avant la date du début de la campagne. Et à cette occasion, vous devriez, conformément à la loi, joindre un certain nombre de papiers qui concernent les candidats que vous alignez sur les listes de votre parti politique. C'est vrai que nous avons introduit dans la liste des pièces à fournir le certificat d'identification personnelle, CIP. Quant au vote, le jour du scrutin, avec quoi il faut voter, dans la loi, le terme qui est utilisé, c'est la pièce d'identification. Donc c'est une pièce sur laquelle on aura votre image, votre nom, prénom, qui soit conforme à ce qui est sur la base de données extraites du fichier national, qui est la liste électorale. C'est ce que la loi a prévu. L'Agence nationale d'identification des personnes, par la voix de son premier responsable Cyril Goubedji, rassure la population béninoise de l'évolution sans anicroche du processus d'actualisation de la liste électorale informatisée LEI. Il expose les étapes à venir. Nous allons poursuivre le travail. Étape à venir, nous allons le 19 août, donc le 19 de ce mois, éditer et imprimer la LEI, la liste électorale informatisée provisoire. On démarre du 19 jusqu'au 2 septembre. Édition et impression de la liste provisoire. Affichage de la liste provisoire et collecte des réclamations dans la période du 8 septembre au 22 septembre. Prise en compte des réclamations du 23 septembre au 30 septembre. Publication et affichage de la liste électorale informatisée 21 octobre au 4 novembre. Transmission de la liste électorale informatisée à la Sénat le 7 novembre 2022. Mais avant l'affichage de la liste électorale informatisée LEI en septembre prochain, chaque citoyen béninois est invité à vérifier ses données dans le registre national des personnes physiques sur le site officiel de l'ANIP. Une application est mise en place par l'agence à cet effet. Et je l'annonçais dans les titres, les autorités en charge de l'éducation béninoise et celles de l'ambassade du Ghana au Bénin ont conjointement lancé ce jeudi 4 août 2022 la 3e édition de la foire éducative. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'ambassade du Ghana près le Bénin et a connu la présence de la grande chancelière de l'ambassade du Ghana, Abena Koumi. Le reportage avec Romaric Dossa et Pierre Akako. Séminaire de partage linguistique et académique. Ces étudiants béninois et leurs camarades ghanéens vont au cours de cet atelier apprendre des uns des autres de leur système éducatif. Cette 3e édition se veut toute particulière. Ce qui est organisé cette fois-ci, c'est une édition de maturité. Une édition de maturité où nous convions les apprenants béninois à beaucoup plus s'intéresser à ce qui se fait au Ghana. Donc la chef de chancellerie a, dans le même sens, voulu que le brassage, non seulement linguistique, mais culturel, soit renforcé.
et que le partenariat qui existe entre les deux pays en matière d'éducation soit beaucoup plus aussi promu. Pour les organisateurs, ce séminaire est également une marque de la promotion de l'unité africaine. Ce séminaire organisé va forcément à coup sûr donner un brassage entre tous les fils et les filles du continent africain à travers le Ghana et le Bénin. Donc on espère qu'il y ait des rapports réciproques entre les deux pays à travers la promotion linguistique et académique. Nous attendons à la fin de ce séminaire beaucoup de participants, sinon plus de 1000 participants à la fin de ce séminaire. Donc c'est un séminaire qui est ouvert à tout le public, à tout le monde, jeunes comme grandes personnes, pour venir se ressourcer et comprendre les opportunités qui existent. Les activités de ce séminaire vont s'étendre sur une période de 2 jours, et donc du 4 au 5 août 2022. Le gouvernement du Bénin honore la première des filles au baccalauréat session unique de juin 2022 en vue de l'encourager et lui exprimer leur reconnaissance et celle de la nation également. Cette réception s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'excellence des filles en milieu scolaire, notamment celle des séries scientifiques. Elle a été reçue en présence des parents. Reportage. C'est un jour de joie et parce que c'est vraiment le symbole du couronnement de tous les efforts que nous faisons donc au sein du gouvernement. Surtout, c'est le fruit des réformes qui sont engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. C'est également le fruit de tous les efforts de chaque acteur du système, en commençant par l'enseignant du plus petit collège jusqu'à l'équipe dirigeante au niveau du ministère. C'est également le fruit des efforts des parents. Madame la ministre, merci d'organiser cette séance qui montre aux autres apprenants que l'effort est toujours récompensé. Comme vous le savez, le gouvernement met l'excellence dans tous les domaines. Nous avons pu le constater même récemment pour notre fête nationale pour l'indépendance. Et nous sommes déjà à des niveaux vraiment très élevés et de voir que les efforts sont couronnés de succès, c'est ce qui motive cette séance aujourd'hui avec vous. Parce qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, nous parcourons les lycées pour nous échanger avec les jeunes filles, pour les sensibiliser, pour les maintenir dans le système éducatif, pour qu'elles aillent au bout de la formation, mais aussi pour qu'elles embrassent davantage toutes les filières scientifiques, techniques, pour que nous ayons davantage de filles. Et avec ce mérite-là, et vous avez ce mérite aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes 3 membres du gouvernement, nous représentons le gouvernement pour vous encourager. Il y aura un geste symbolique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment le symbole que vous représentez aujourd'hui. L'exemple que vous donnez aux autres filles également, vos petites sœurs qui viennent et qui doivent avoir le sentiment que c'est possible, qui doivent avoir le sentiment qu'en allant vers des séries scientifiques, même les filles peuvent réussir autant que les garçons. C'est pour la première fois que l'examen de bac donne autant de moyenne 18. Avant, lorsqu'on entend les mentions très bien, nous sommes à 16 forts et on commence à percer les 17. Puis, on rentre dans les 17. Et là, rapidement, on est sorti même des 17. On est maintenant dans les 18. Je voudrais très sincèrement, à la suite de Madame la ministre et de Monsieur le ministre, vous féliciter. Ma chère fille, non, bravo. Et aux parents, bravo. Comme la ministre l'a dit, l'enfant est dans un environnement. Et ça commence par la maison. Ça vient à l'école, c'est entretenu par l'école. Et puis l'enfant même apporte du sien. Moi, je voudrais sincèrement vous dire félicitations. On a regardé le tout et c'est la preuve qu'aucune matière n'est
l'État négligé. Et vous avez été vraiment... Et traversons à présent les frontières béninoises. Le Sénégal nous accueille. L'incertitude plane toujours sur l'issue des élections législatives qui viennent de se dérouler au Sénégal, alors que les camps au pouvoir et l'opposition également revendiquent chacun la victoire au scrutin du dimanche dernier qui vise à renouveler les 106 sièges de l'Assemblée nationale jusque-là largement contrôlés par la coalition présidentielle. L'opposition sénégalaise a demandé mercredi soir à Dakar la suspension de la publication des résultats des élections législatives prévues jeudi après-midi pour examiner ces plaintes. Reportage. Bourrage d'urnes, procès-verbaux préfabriqués et sans signature. Au Sénégal, l'opposition continue à crier au scandale. Comme le camp présidentiel, elle revendique la victoire et demande la suspension de la publication des résultats des législatives de dimanche dernier et l'examen de ces plaintes. Nous demandons au président de la Commission nationale de recensement des votes de suspendre la publication des résultats prévus ce jeudi pour permettre à l'intercoalition d'examiner les résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous pouvons même le faire en séance publique pour que le peuple sénégalais puisse constater avec nous les irrégularités qui sont inadmissibles. Il y a des procès-verbaux qui n'ont aucune signature, ni de l'administration, ni des représentants des coalitions, et il est inacceptable que ces procès-verbaux soient validés. Et Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir sénégalais, d'appuyer et de dénoncer une entreprise de fraude massive orchestrée par des hommes politiques avec la complicité de l'administration. Ousmane Sonko qui a adressé un message au président sénégalais. Nous n'accepterons pas cette tentative de confiscation du vote. J'en appelle au président Macky Sall, car à un moment donné, un homme doit savoir être grand. Selon la presse locale, les résultats des camps du pouvoir et de l'opposition sont très serrés autour de ce scrutin destiné à renouveler les 165 sièges de l'Assemblée nationale, une assemblée largement contrôlée par la coalition présidentielle. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a déclaré ce jeudi regretter profondément la décision du gouvernement congolais d'enjoindre son porte-parole Mathias Gilman à quitter le pays dans une note signée par le ministère des Affaires étrangères en République démocratique du Congo et rendue publique la veille. La AIDC avait demandé à Mathias Gilman de quitter le territoire congolais en raison de ces déclarations jugées indélicates et inopportunes. La MONUSCO s'est engagée jeudi dans un communiqué à continuer à travailler aux côtés de la population et des autorités congolaises pour mettre en œuvre un mandat, le mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité de l'ONU. Après plusieurs jours de crise et de nombreux morts, les autorités congolaises ont décidé de durcir le ton en exigeant le départ du porte-parole de la MONUSCO dans les plus brefs délais. Il lui est notamment reproché d'avoir tenu des propos qui auraient contribué à aggraver les tensions. Dans un communiqué, la mission des Nations Unies en RDC a dit regretter profondément cette décision et a pris note de la demande formulée par Kinshasa. Jusqu'ici, le président Félix Tshisekedi semblait s'en tenir au plan de retrait progressif et échelonné des casques bleus à l'horizon 2024. Mais un cap a été franchi ces derniers jours avec les manifestations anti-MONUSCO. Depuis le 25 juillet, des manifestants en colère ont saccagé et pillé des installations de la mission de l'ONU qui est présente en RDC depuis 1999. 4 casques bleus et 32 manifestants ont été tués en une semaine de manifestation dans au moins 4 villes de l'Est du pays, selon un bilan officiel. La MONUSCO est une des plus importantes missions onusiennes déployées dans le monde avec environ 14 000 militaires et un budget de plus d'$1 milliard par an. Mais depuis quelques années, une partie de la population appelle au départ des casques bleus, leur reprochant leur inefficacité face aux groupes armés. Le parti d'inspiration islamiste accuse les autorités tunisiennes d'intimidation après l'ouverture d'une nouvelle enquête à l'encontre de leurs dirigeants. Rached, selon eux, leur chef est soupçonné d'avoir qualifié les forces de sécurité de Tagou lors d'un éloge funèbre filmé en février dernier. Ce terme polémique peut être traduit par tyran.
Le parti d'inspiration islamiste Ennahda accuse les autorités tunisiennes d'intimidation après l'ouverture d'une nouvelle enquête à l'encontre de leur dirigeant Rached Ghannouchi. D'après Ennahda, leur chef est soupçonné d'avoir qualifié les forces de sécurité de Tarout lors d'un éloge funéraire filmé en février dernier. Ce terme polémique peut être traduit par tyran. D'après le parti d'opposition, Rached Ghannouchi est harcelé par la justice depuis la suspension du Parlement dont il était le président l'année dernière par le chef d'État Kais Saied. Ennahda rejette vigoureusement la politique menée par Kais Saied, la décrivant comme un coup d'État. Il s'est opposé au référendum pour la nouvelle constitution, appelant même à son boycott et jugeant ensuite les résultats illégitimes. Le mois dernier, quelques jours avant la tenue du référendum, Ghannouchi a été interrogé par le pôle antiterroriste, soupçonné de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le ministère de l'Intérieur tunisien n'a pour l'instant pas réagi à ces propos. Le navire MSF peut finalement débarquer en Italie avec plus de 600 migrants à bord. À son bord se trouvent 659 escapés d'opérations de sauvetage dans la Méditerranée, dont près de 150 mineurs. Ce genre de blocage ne doit plus se reproduire, avait-il donc Médecins sans frontières. Reportage. Un collectif d'ONG qui mène des opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée appelle l'UE à l'action. L'Union doit les aider à faire face à l'augmentation du nombre de personnes qui tentent la périlleuse traversée. Au cours des dernières semaines, SOS Méditerranée, Médecins sans frontières et Sea-Watch ont sauvé des milliers de personnes de bateaux surpeuplés et en mauvais état. En l'espace de 5 jours, 2 navires de recherche et de sauvetage, le Geo Barents, exploité par Médecins sans frontières, et l'Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec la Croix-Rouge, ont secouru 16 bateaux en détresse. Le Geo Barents transporte toujours près de 600 personnes, dont plus de 150 mineurs. Aucun port de destination ne leur a été attribué, malgré les nombreuses demandes adressées à l'Italie et à Malte. Les membres des ONG mettent en garde contre les risques liés à l'augmentation du nombre de traversées. Ils appellent les États membres à fournir une flotte de recherche et de sauvetage adéquate, dédiée et proactive, afin de créer un mécanisme européen en Méditerranée pour sauver des vies. C'est aussi des moments très importants de prise de conscience collective pour se rendre compte que ce mécanisme il est essentiel pour sauver des vies. Il est essentiel pour permettre d'avoir en réalité des situations de sauvetage qui sont dûment coordonnées et dûment organisées et pas laissées en effet ni à la société civile, ni des fois à des navires commerciaux de pêche qui effectuent également des sauvetages en mer comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc je pense absolument que ces moments forts où l'Europe dans son entièreté et l'entièreté des citoyens européens prennent conscience aussi de la gravité de la situation en Méditerranée centrale, c'est un moment clé aussi pour interpeller l'ensemble des États et appeler encore une fois à ce mécanisme coordonné de sauvetage en mer. Depuis que l'UE a mis fin aux opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée, ces initiatives sont laissées à la discrétion des États. Mais les ONG affirment que nombre d'entre eux ignorent les appels de détresse, voire collaborent avec les autorités libyennes pour envoyer les demandeurs d'asile. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus meurtrière au monde selon l'Organisation internationale pour les migrations. Près de 20 000 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant la traversée depuis 2014. Annelise Borges in Paris for Euronews. Taïwan à présent, la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, je l'annonçais en titre, a quitté Taïwan ce mercredi 3 août 2022 au terme d'une visite historique et controversée à laquelle Pékin a répondu par des menaces et militaires également. Elle a salué les dignitaires taïwanais sur le tarmac de l'aéroport avant donc de monter à bord d'un avion militaire américain qui a décollé aux environs de 11h heure de Paris. Des touristes chinois ont assisté au début des manœuvres militaires de la Chine dans le détroit de Taïwan. De multiples tirs de missiles balistiques ont eu lieu dans les eaux entourant l'île. Taïwan a condamné des actions irrationnelles qui minent la paix régionale. Ces manœuvres de l'armée chinoise sont d'une ampleur inédite. Elles répondent à la visite de Nancy Pelosi à Taipei.
Réunie à Phnom Penh, l'ASEAN, l'Association des nations du Sud-Est asiatique, a fait part de sa préoccupation. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a évoqué le sujet avec son homologue américain Antony Blinken. Il a dénoncé les manœuvres agressives de la Chine et appelé l'ASEAN à réagir. Ce partenariat est important pour les événements dans la région Indo-Pacifique. Face à la situation dans cette zone, notamment concernant la Chine, il y a des nouvelles et nous devons l'évoquer, a-t-il dit. Lors de sa visite à Taïwan, la chef des députés américains a martelé que les États-Unis n'abandonneraient pas l'île qui vit sous la menace d'une invasion chinoise. Après Taipei, Nancy Pelosi a poursuivi sa tournée asiatique par une étape en Corée du Sud. À Séoul, elle s'est abstenue de tout commentaire sur le sujet. C'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.